Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par l'ambassadeur M. Bhadra Kumar, diplomate indien pendant 3 décennies et également analyste géopolitique, écrivant pour Counterpunch. Donc bienvenue à nouveau. Merci. Merci, professeur. Vous savez, c'est un honneur pour moi. Merci. Comme nous le savons, l'Inde a toujours été le principal et le plus grand État non aligné tout au long de la guerre froide. Elle a également perpétué cette tradition en évitant de se laisser entraîner dans des systèmes d'alliances ou des blocs, tout ce qui pourrait compromettre sa position indépendante. C'est pourquoi certains des événements récents sont particulièrement intéressants. Les États-Unis ont, je pense, tenté de faire pression sur l'Inde, et certaines erreurs ont été commises. Cela s'avère désormais très contre-productif, car cela se retourne contre eux de manière spectaculaire. Après toute cette pression et cette mauvaise gestion de la relation avec l'Inde, on apprend maintenant que le Premier ministre Modi se rendra à Pékin pour rencontrer Xi Jinping, pour la première fois en 7 ans, si je ne me trompe pas. Cela devient donc un cas d'école en matière de mauvaise évaluation, d'intimidation, mais aussi, possiblement, de réorientation de la part de l'Inde. Je me suis donc dit qu'un bon point de départ serait, selon vous, qu'est-ce qui a mal tourné dans la relation entre les États-Unis et l'Inde? Vous avez tout à fait raison, professeur, de souligner l'importance de la situation. Vous savez, les erreurs de calcul et la nécessité de corriger le cap, toutes ces choses décrivent très bien l'état actuel des choses. En réalité, l'Inde n'a pas accepté les annonces ni la position adoptée par les États-Unis visant à la sanctionner. Car le fait est que l'Inde n'est pas convaincue d'avoir commis une quelconque faute. Et si les États-Unis agissent pour punir l'Inde, cela constitue une atteinte à la souveraineté indienne. La réaction est donc très prévisible. Mais tout aussi prévisible est ce que vous avez mentionné concernant l'aversion de l'Inde envers une mentalité de bloc, qui a toujours été une caractéristique constante depuis son existence en tant que pays indépendant. Mais en dehors de cela, l'esprit de confrontation est en réalité étranger à l'éthos indien, car la tendance est presque toujours de synthétiser, d'aller de l'avant et de rechercher des points communs. C'est ainsi que les choses évoluent. L'avenir appelle donc désormais à des corrections de trajectoire très intéressantes et décisives de la part de l'Inde, car je pense qu'il y a eu une prise de conscience parmi les décideurs politiques que des erreurs ont été commises. Nul autre que le ministre des Affaires étrangères a admis publiquement qu'une des leçons tirées est l'erreur de dépendre fortement d'un seul pays dans nos relations extérieures, ce qui constitue un aveu sincère d'un certain échec. Et venant du niveau du ministre des Affaires étrangères, cela doit être pris très au sérieux, car c'est lui qui travaille sur ce dossier. Et il y a suffisamment de signes pour montrer que cette visite du Premier ministre Modi en Chine, à l'occasion du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, va être saisie par l'Inde. Et il est également possible de l'envisager sous cet angle, car la Chine est un acteur très important, un participant clé dans ce qui se déroule ici. Je ne veux pas dire que ce qu'initie l'Inde est une conséquence directe du genre d'impasse que nous avons développé avec les États-Unis. En réalité, encore une fois, le ministre des Affaires étrangères, M. Jaishankar, a mentionné que si l'on devait fixer un moment où l'ouverture vers la Chine et le changement de politique chinoise, les évolutions qui se profilaient, émergeaient pour la première fois.
C'était en octobre, lorsque M. Modi a rencontré le président Xi Jinping en marge du sommet des BRICS à Kazan. Et même avant cela, ceux d'entre nous qui vivent ici et observent de près les évolutions sur le front de la politique étrangère pouvaient percevoir qu'un changement d'attitude notable envers la Chine était en train de se dessiner. Et pour être franc, l'une des principales raisons était en fait l'influence puissante du monde des affaires, qui a joué un rôle moteur dans ce processus, convaincu que l'Inde ne pouvait que tirer profit d'une ouverture vers la Chine. Cela remonte bien avant l'arrivée de Trump à la présidence, bien avant sa doctrine de l'utilisation des droits de douane comme arme et bien avant son offensive contre l'Inde. Il y a donc une certaine continuité à cet égard. Il faut aussi en tenir compte. There is a certain continuity there. We must also bear that in mind. Il semble qu'il y ait beaucoup de choses qui, je suppose, agacent l'Inde en ce moment. Si je ne me trompe pas, le fait que les États-Unis, ou Trump, se soient attribué le mérite d'avoir négocié ce cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan n'a pas été très bien accueilli. On constate également que les sanctions secondaires imposées à l'Inde pour ses échanges avec la Russie suscitent une grande inquiétude, car cela pourrait créer un précédent si l'Inde cédait à la pression et aux diverses menaces. Mais aussi, aujourd'hui, je crois que c'est le premier jour où les droits de douane de 50% sont appliqués, ou commencent à l'être. Plutôt que de faire marche arrière et de reconsidérer l'aliénation de l'Inde, il semble que les États-Unis redoublent d'efforts en affirmant à quel point il est injuste que l'Inde continue de commercer avec la Russie. Mais quel impact cela a-t-il sur les réflexions en Inde? Car il existe un groupe ou un courant fortement pro-américain des voix en Inde. Comment cela est-il perçu dans le pays? J'imagine, comme vous l'avez mentionné, que cela semble être un traitement très immérité et c'est un inconséquent Turan ne considère pas avoir commis de faute. Vous voyez, il y a deux dimensions à cela. L'une est l'opinion élitiste, c'est-à-dire certains segments de l'opinion élitiste. Je ne pense pas que l'ensemble de l'opinion élitiste en Inde soit pro-américaine. Loin de là. Vous savez, le lobby nationaliste est très solide en Inde. Il soutient cela, il soutient la position du gouvernement et la manière dont le gouvernement gère la situation. Et puis, vous savez, il y a un gouvernement démocratiquement élu. La principale considération sera de voir comment cela est perçu dans l'espace public du pays. Et là, vous voyez, le Premier ministre s'est exprimé de manière très énergique en termes de ce que l'on peut appeler la doctrine du nationalisme économique, c'est-à-dire que l'Inde considère cela comme une atteinte à sa souveraineté. Et cela est totalement inacceptable. C'est donc un point de référence que le gouvernement a fixé, et je ne vois pas comment il pourrait s'en écarter facilement, car il serait vulnérable à de nombreuses critiques dans le pays, accusé d'avoir cédé sous la pression américaine. Et pour un gouvernement qui s'appuie sur des sentiments nationalistes, ce sera très difficile. On le voit dans les journaux, les émissions de télévision et tout cela, la façon dont les gens ordinaires perçoivent la situation. Donc ce lobby, le lobby pro-américain, dont l'existence ne saurait être niée, ils ont adopté une sorte de rôle subordonné. Certains d'entre eux ont également été contraints d'exprimer des sentiments critiques envers les États-Unis. C'est donc une situation curieuse là-bas, car il s'agit d'un pays dont la population est profondément patriotique et nationaliste, compte tenu de toute l'histoire de la lutte pour la liberté de l'Inde, de son passé en tant que colonie britannique et de sa lutte pour l'indépendance. Et tout cela. Ce ne sont pas des choses qui se sont estompées. Elles sont toujours très présentes et continueront d'influencer la situation. Je ne pense donc pas que le lobby pro-américain puisse y faire grand-chose. Et cela est déjà assez évident. Nous pourrons peut-être en discuter un peu plus tard.
We can discuss this a little bit later, perhaps. But we can quite apparent already. Il est déjà tout à fait évident que le ministre des Affaires étrangères, M. Jaishankar, qui s'est rendu à Moscou et a été reçu par le président Poutine, ce qui constitue une entorse extraordinaire aux pratiques protocolaires habituelles du Kremlin, a exprimé avec force ce que les États-Unis ont fait. Il a presque directement critiqué le président Trump lui-même. C'est sans précédent. On peut donc constater que, quelles que soient les opinions élitistes qui auraient souhaité, à savoir que l'Inde adopte une position plus conciliante sur cette question, cela ne semble pas se produire, car la visite de Jaishankar à Moscou a mis en avant certains schémas qui témoignent d'une nouvelle réflexion, d'une réflexion radicalement nouvelle dans la politique étrangère de l'Inde vis-à-vis de la Russie. Mais à quel point pensez-vous que cette rencontre ou le fait que Modi se rende en Chine est significative, non seulement pour les relations bilatérales, mais aussi quant à la manière dont cela est perçu en Inde. Car il y a toujours eu certaines tensions entre, enfin, pas toujours, mais au moins depuis les années 1960, il y a eu des tensions entre la Chine et l'Inde. Y a-t-il des inquiétudes concernant cette rencontre? Ou comment cela est-il perçu? Est-ce considéré comme un possible soutien à un engagement accru au sein des BRICS? Quelles sont les implications plus larges ici? Eh bien, je pense que pour répondre à votre dernier point concernant les BRICS, cela va devenir inévitable, vous savez, car je l'ai mentionné, et c'est encore plus évident, d'après ce qu'a dit M. Jaishankar à Moscou lors de sa conférence de presse avec M. Lavrov, et aussi à son retour à Delhi, où il a de nouveau abordé ce sujet. Donc le point important que Jaishankar a évoqué est, par implication, un engagement beaucoup plus fort que l'Inde osait prendre dans la situation avant que tout cela n'éclate, avant que cette rupture n'apparaisse, concernant l'utilisation des monnaies locales, qui est, comme vous le savez, le cœur du problème dans ce processus. Et donc ce que nous voyons, c'est que Jaishankar a déclaré aux médias, en présence de Sergei Lavrov, que les deux pays doivent accélérer la conclusion d'un accord de libre-échange entre l'Union économique eurasiatique et l'Inde. Franchement, c'est un domaine dans lequel l'Inde était réticente à s'engager. Vous savez, par crainte naturelle que ça soit mal perçu par les Américains comme une politique hostile envers Washington. En fait, l'Inde aurait même joué un rôle de frein, y compris au sein des BRICS, sur cet aspect. Qu'est-ce que cela implique? Si un accord de libre-échange se met en place là-bas, alors les deux pays vont commercer des biens et des services, y compris des services financiers, en dehors de la sphère du dollar américain. Et la capacité des Américains à surveiller ce qui se passe dans le commerce indo-russe va diminuer de façon spectaculaire. Et cela s'est déjà produit dans le cas de la Russie et de la Chine, où bien sûr, le volume des échanges commerciaux augmente de façon massive, atteignant 245 milliards de dollars. Mais l'Inde et la Russie discutent également d'atteindre près de 100 milliards de dollars dans un avenir prévisible, un avenir proche. Donc, si cela devait se produire, on peut déjà constater qu'au sein des BRICS, il y aurait environ 350 milliards de dollars d'échanges réalisés en monnaie locale. Personnellement, je pense que cela va constituer un changement très important. Et le fait que l'initiative soit venue de Jaishankar, et non du côté russe, qui a toujours adopté une attitude compréhensive envers les contraintes indiennes et n'a jamais vraiment forcé la main, rend cela encore plus significatif. Mais cette fois-ci, l'initiative et l'insistance sont venues du côté indien. Vous pouvez donc imaginer ce que cela implique, car si une zone de libre-échange se développe entre l'Union économique eurasiatique et l'Inde, alors la manière de gérer les échanges entre les deux parties
compte tenu des réalités des sanctions occidentales contre la Russie, se fera en monnaie locale, comme vous pouvez le constater. Et cela crée une synergie permettant aux BRICS d'avancer dans une direction où l'Inde était auparavant considérée comme un obstacle. Je pense donc que ce qui se passe est d'une importance capitale, et cela aura un impact significatif sur la dynamique même des BRICS. La deuxième chose que Jaishankar a mentionnée était une critique directe du président Trump sur cette question. C'est en soi quelque chose de vraiment extraordinaire. Les journaux ont noté qu'il s'en est pris directement et indirectement, mais de manière très implicite, à peine voilée, au président Trump. Et il était assez clair que l'Inde commence à opérer un changement. Ainsi, pris dans leur ensemble, ces éléments représentent un bouleversement majeur de la situation. Le calcul est en train de changer, et l'Inde envisage la situation en termes de réinitialisation profonde de ses relations extérieures. Les anciennes hésitations et la réticence à s'identifier au processus des BRICS, au-delà d'un certain point, ne seront plus présentes comme elles l'étaient auparavant. Dans l'un de vos articles, vous soulignez que le ministre des Affaires étrangères, Jaishankar, a affirmé que l'Inde et la Chine doivent conjointement maintenir la stabilité de l'économie mondiale. Du point de vue indien, cela est-il considéré comme un langage très nouveau et différent? Car cela ne ressemble pas à la suspicion habituelle. Comme vous l'avez dit, cela semble indiquer un changement plus large. Et aussi, comment la position de l'Inde s'inscrit-elle dans ce qui se passe dans la région au sens large? Car on constate également que d'autres partenaires des États-Unis, que ce soit la Corée du Sud, le Japon, beaucoup d'entre eux, semblent reconsidérer leur partenariat avec les États-Unis, non pas pour s'opposer aux États-Unis, mais simplement pour diversifier, éviter une dépendance excessive, et plus ou moins s'organiser autour de la nouvelle idée de s'adapter à un siècle asiatique, ou, en somme, d'apprendre à vivre avec ses voisins, c'est-à-dire vivre en paix, ce qui peut être difficile si la politique étrangère est sous-traitée aux États-Unis ou si l'on se retrouve impliqué ou empêtré dans ces structures de politique de bloc. Vous voyez, à cet égard, nous devons prendre en compte le poids de l'histoire. Donc il ne faut pas s'attendre à une accélération très spectaculaire de la normalisation avec la Chine. De plus, et c'est probablement encore plus important, ce ne sera pas à l'Inde d'accélérer ce processus. Cela dépend aussi de la réponse de la Chine. Jusqu'à présent, d'après ce que j'observe, la réponse de la Chine a été positive, notamment au niveau de l'ambassadeur à Delhi. Il a évoqué l'intimidation américaine et le soutien de la Chine à l'Inde. Vous savez, ce ne sont pas des sentiments qui ont été exprimés, à ma connaissance, ces dernières années. Il y a donc des signes, et je m'attends à ce qu'avec la visite de Modi en Chine qui se profile, et une rencontre avec le président Xi Jinping quasiment certaine, d'autres déclarations chinoises soient faites dans ce contexte. Ce que j'ai constaté, c'est que les Américains se livrent là-bas à une sorte de guerre parallèle, vous savez. Les porte-paroles officiels donnent une interprétation selon laquelle la Chine ne soutient pas l'Inde, soutient entre guillemets. Elle ne soutient pas l'Inde et est principalement préoccupée ou donne la priorité à ses propres problèmes avec les États-Unis. Et il se peut qu'il ne soit pas opposé à tirer parti de la situation entre l'Inde et les États-Unis pour en retirer certains avantages. Je pense que c'est un argument totalement fallacieux, car il rejette complètement la réalité, selon laquelle la Chine est un pays dont la politique étrangère repose sur des principes clairs. Et ces principes ne peuvent pas être ignorés. Et ce à quoi la Chine est confrontée, il faut que les Chinois comprennent que ce à quoi ils font face est une version de ce que l'Inde affronte.
C'est presque exactement la même chose. Cet intérêt commun, en fait, explique probablement pourquoi l'ambassadeur à Delhi n'aurait pas pris la parole de son propre chef sur un sujet aussi sensible. Il pourrait donc y avoir d'autres développements à venir. Et il est tout à fait naturel qu'en marge ou à l'approche d'un sommet important comme celui-ci, aucune des deux parties ne dévoile ses cartes. Aucune des deux parties ne va s'exprimer alors qu'il ne reste que quelques jours avant que l'événement ait lieu. Cela va ternir l'éclat de l'événement lui-même. Ainsi, j'espère qu'il y aura une expression de soutien chinois envers l'Inde beaucoup plus marquée, ce qui donnerait sans aucun doute un nouvel élan. La visite de Wang Yi en Inde la semaine dernière était une indication claire que la Chine souhaite avancer vers une relation globale avec l'Inde. Jaishankar s'est montré réceptif à cette idée, et l'agence de Srinivasan a déclaré qu'il s'agissait d'un sentiment partagé par les deux ministres des Affaires étrangères. Ce sont là des déclarations très importantes, même si en Inde, elles restent implicites. Nous devrons donc attendre et voir. Mais personnellement, je pense que l'on peut s'attendre à un changement majeur de la position chinoise sur cette question pendant ou après la visite du Premier ministre Modi en Chine. Eh bien, cela semble historique pour cette raison. Encore une fois, en 1999, lorsque l'OTAN s'est élargie et a attaqué la Yougoslavie 12 jours plus tard, c'est à ce moment-là que le rêve russe d'un avenir européen a commencé à mourir. Je me souviens qu'à cette époque, il y avait Primakov qui a commencé à exprimer la nécessité d'un monde multipolaire, parce que, eh bien, dans un monde unipolaire, il n'y avait tout simplement pas de place pour la Russie. L'idée principale de Primakov à l'époque était donc qu'il fallait un partenariat entre la Russie, l'Inde et la Chine. Cependant, à la fin des années 1990, ils ont constaté que ni la Chine ni l'Inde n'avaient les capacités ou la volonté de former un tel partenariat, tout simplement à cause de la répartition du pouvoir. Tout le pouvoir économique était concentré aux États-Unis. Mais si l'on avance de 25 ans, le monde est très différent aujourd'hui. La Chine, bien sûr, est immensément puissante. L'Inde aussi est en pleine ascension. Et les Russes sont également dans une position plus forte. Il semble donc que ce format trilatéral de ces trois géants eurasiens soit une possibilité. Mais encore une fois, la principale faiblesse semble être les tensions entre la Chine et l'Inde. Au cœur de cela, s'agit-il de l'écart de puissance entre la Chine et l'Inde, ou s'agit-il surtout des questions territoriales? Et j'ajouterai une autre question. Dans ce cas, quelles sont les possibilités de faire réellement avancer la résolution des différends territoriaux? Voyez-vous, professeur, à mon avis, l'Inde a raté le coche dans les années 1990. Et la suggestion de Primakov était une incitation très subtile à l'Inde de repenser sa position, car elle coïncidait également avec un changement radical dans le rapprochement soviéto-chinois, qui avait en réalité commencé à l'époque soviétique, avant la fin de la guerre et avant 1991, et dont la Russie était parfaitement consciente. Et la Chine réagissait déjà à l'Union soviétique. C'est ce que montre la chronique des relations soviéto-chinoises. Et maintenant, vous savez, mon analyse est que la scission sino-soviétique et le différend frontalier entre ces deux grandes puissances était bien plus complexe que le différend frontalier de l'Inde. Parce que le différend frontalier de l'Inde est en réalité, fondamentalement, comme écrire sur une page blanche, qui est vierge, vous savez, et il faut être prêt à y esquisser ses points de vue avec prévoyance et sagesse. C'était là le défi, et le récit indien ne l'a pas vraiment permis. Mais dans le cas de la Chine, ce n'est pas seulement cela. Dans le cas de la Chine et de l'Union soviétique,
ou de la Chine et de la Russie, l'histoire a été très difficile. Et ce genre d'histoire difficile n'existait pas avec l'Inde, car la guerre de 1962 elle-même était plutôt une aberration, vous savez, dans des siècles d'interaction entre les deux puissances voisines. L'histoire le montre clairement. Donc, d'une certaine manière, cela aurait pu être facile. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'Inde traversait une très grave crise économique. Il a fallu mettre en gage ses réserves d'or à Londres et emprunter de l'argent au FMI. L'effondrement de l'Union soviétique a eu un effet délétère sur le moral indien à cette époque. Et il n'était peut-être pas possible, pour être juste envers le régime de Delhi de l'époque, d'adopter une autre attitude que de mettre la question en veilleuse pour le moment, afin de l'aborder plus tard. Mais quoi qu'il en soit, l'occasion a été manquée. Et maintenant, avec le recul, comme vous l'avez justement mentionné, la relation russo-chinoise a prospéré. Elle est pratiquement au seuil d'une véritable alliance, sans que l'une ou l'autre des parties ne l'appelle ainsi. C'est vers cela que l'on tend. Et le deuxième point est le suivant. L'ascension de la Chine a pris un tournant très spectaculaire dans les années 1990. Vous savez, à cette époque, il était probablement possible pour l'Inde d'envisager une sorte de dialogue avec la Chine sur un pied d'égalité, dans le respect mutuel, l'équité, et ainsi de suite, parce que les deux économies n'avaient pas un tel écart. Mais ensuite, vous savez, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, la Chine prenait de l'avance sur l'Inde en termes de croissance et de développement. Donc maintenant, on se retrouve dans une situation où, vous savez, la Chine représente, certains disent 6 fois, d'autres disent 8 fois, la taille de l'économie indienne. L'équilibre a donc été perdu à ce niveau-là. Par conséquent, cette idée précédente selon laquelle, avec sagesse, on pouvait écrire des choses nouvelles et claires sur une page blanche, ce n'est plus le cas ici, car il y a un déséquilibre dans la relation elle-même. D'une certaine manière, cela s'est donc complexifié. Puis, il y a d'autres aspects à considérer. La façon dont la trajectoire de la relation entre l'Inde et les États-Unis s'est développée, et les chuchotements des Américains. Nous avions des membres de groupes de réflexion et leurs décideurs qui soufflaient à l'oreille de l'Inde que celle-ci avait un avenir prometteur en tant que contrepoids à la Chine. C'était une idée qui a pris de l'ampleur, car elle était très enivrante pour l'Inde, pour les élites indiennes. Donc vous voyez, tout cela a compliqué la situation. Et vous savez, nous avons relégué au second plan les considérations concernant la normalisation avec la Chine. À l'époque actuelle, si l'on regarde les dernières années, les plus récentes, elles ont été particulièrement difficiles et préoccupantes pour la Chine, étant donné la façon dont l'élite indienne, le gouvernement et les politiques indiennes se sont rapprochés de l'agenda américain. Et tout au long, ils étaient ouverts à accepter que l'Inde entretienne une relation avec une puissance aussi importante que les États-Unis. Mais en réalité, nous savons que l'opposition à la Belt and Road, il y a beaucoup de choses, vous savez, qui sont sur la table en ce moment. Et ces choses-là, même des choses comme je préfère ne pas aborder les aspects négatifs, surtout lorsqu'une visite importante doit avoir lieu dans un avenir proche, dans les 2 ou 3 prochains jours. Mais une perception s'est développée selon laquelle l'Inde, vous savez, menait ses chevaux à l'écurie américaine. Or, cela est extrêmement préoccupant pour la Chine. Donc, de ce point de vue, ce qui se passe maintenant, ici, soudainement, contrairement à ce que disent les propagandistes américains, à savoir que la Chine y est indifférente et qu'elle est encline à en tirer profit et à l'exploiter, ma lecture de la situation est que ce n'est pas ainsi que la Chine va raisonner. La Chine verrait cela comme une excellente occasion de réinitialiser sa relation avec l'Inde. C'est ce que je ressens. Peut-être est-ce en partie
parce que j'ai toujours plaidé pour une normalisation avec la Chine, estimant que cela serait très avantageux pour la croissance et le développement de l'Inde et que nous devrions y travailler de manière beaucoup plus assidue, si nécessaire, même en prenant certaines distances avec les Américains, notamment sur les questions de sécurité régionale concernant la Chine. Mais vous savez, cela ne s'est pas produit. Maintenant, cependant, toutes ces choses sont du domaine du possible. Je ne veux pas dire que l'Inde va quitter le Quad, mais dans un avenir prévisible, le Quad sera en pratique un 2+, et le ministre sud-coréen des Affaires étrangères était à Delhi. D'autres pays échangent évidemment aussi des informations avec l'Inde. Et cette visite du Premier ministre en Chine est précédée d'une visite de M. Modi au Japon, évidemment pour des consultations sur le Quad et d'autres questions similaires. Et l'Inde n'a rien annoncé concernant un sommet du Quad. Essentiellement, les conditions ne sont pas favorables pour cela, pour le moment. Mais étant donné la situation, je ne pense pas qu'il soit possible ou probable que Trump participe à une réunion du Quad qui était initialement envisagée pour le mois de septembre lors de sa venue en Asie. Je pense qu'il vient en Asie pour le sommet de l'APEC. Les journaux l'ont rapporté ainsi. Ce sont là les choses, vous savez, les remous qui existent actuellement. Nous allons donc attendre et voir. Lorsque la Russie se tourne vers l'Eurasie, elle considère généralement la Chine comme la principale force motrice, étant donné que celle-ci possède à la fois la capacité et la volonté de construire une architecture économique eurasienne alternative. Une architecture qui ne dépend pas excessivement des technologies, des industries, de la monnaie, des banques ou des corridors de transport américains. Mais en même temps, parce que la Chine est si puissante, la Russie souhaite également diversifier ses liens dans la région, afin de ne pas se retrouver dans une situation de dépendance excessive vis-à-vis de la seule Chine, car cette asymétrie la placerait dans une position vulnérable pour préserver son autonomie économique. Mais je me demandais, encore une fois, en tant que diplomate indien, comment voyez-vous ou interprétez-vous l'approche plus large de l'Inde vis-à-vis de l'Eurasie? Car bien sûr, résoudre l'équation entre l'Inde et la Chine est très important, mais cela a des ramifications bien plus larges. Cela permet également de poursuivre d'autres intérêts et initiatives à travers l'Eurasie. Eh bien, vous savez, il y a déjà des frémissements dans l'air que l'on peut percevoir. Parce que, vous savez, la priorité accordée à la relation avec la Russie est quelque chose de très frappant en ce moment. Et maintenant, cela ouvre aussi la porte. Nous ne l'examinons pas seulement parce que la réponse de la Russie à cela sera bien plus favorable que celle de la Chine. Nous parlons uniquement du flux de pétrole en provenance de Russie. Mais la Russie est un véritable trésor de ressources, de minéraux et d'autres richesses, où l'Inde a une possibilité d'intégration bien plus grande. Et je pense que cela va se produire, tant en termes d'investissement indien qu'en termes d'investissement russe. Et si un système de paiement peut être mis en place, je pense qu'il pourrait y avoir un bond massif dans le commerce bilatéral. Ainsi, l'attitude russe va être très significative. J'ai le sentiment que si l'on regarde les dernières années, l'attention que la Russie porte à l'Inde est absolument frappante. Ce genre d'attention n'avait jamais été accordé à l'Inde après l'effondrement de l'Union soviétique. Cela montre évidemment qu'au plus haut niveau de la direction, il existe une conscience aiguë que ce pays, qui est la principale économie à la croissance la plus rapide au monde, est un partenaire potentiel avec lequel la Russie doit s'engager. C'est tout à fait clair. Regardez, c'est un pays agricole. Et supposons par exemple qu'il y ait des investissements dans le domaine des engrais en provenance de Russie, il y a là un potentiel énorme. Ensuite, les liens commerciaux se tissent à travers le corridor international de transport via l'Iran.
Vous savez, c'est tout. Je parle de situations où, vous savez, l'Inde s'était en fait montrée plus conciliante récemment. Mais maintenant, l'Inde a un besoin impératif de pousser à la mise en œuvre rapide de ces projets. Et la Russie j'imagine que la Russie serait très réceptive à cela, car l'Inde est un partenaire très confortable pour la Russie. Il n'y a pas de grands conflits d'intérêts et les Russes savent comment opérer dans le milieu indien, comment mener à bien leurs projets, comment négocier avec les Indiens. Et plus que tout, une attitude de donnant-donnant a toujours caractérisé l'état d'esprit russe vis-à-vis de l'Inde. Ils n'ont jamais été obstinés à insister sur le fait que leur vérité était la seule. Ils ont toujours été prêts à ajuster leurs préoccupations, et ainsi de suite. C'est donc une relation très confortable. Et si la Russie poursuit dans cette voie, comme Poutine lui-même l'a fait, Poutine ne manque vraiment aucune occasion de souligner l'importance capitale que son gouvernement accorde aux relations avec l'Inde. Et même complètement hors contexte, il revient sans cesse sur ce sujet. Et dans le système russe, le message est bien transmis. Et vous savez, M. Mantourov est la personne qui est coprésident avec le ministre indien des Affaires étrangères. Le vice-premier ministre Mantourov est le coprésident de la commission mixte avec l'Inde. Et quiconque connaît la Russie personnellement, de près, sait à quel point il est important d'être Mantourov dans le système politique russe. C'est une étoile montante dans le firmament russe, dans la politique du Kremlin. Qu'est-ce que cela montre? Cela montre encore une fois qu'une très grande attention est portée aux questions concernant les relations avec l'Inde. Donc l'attitude de la Russie est à mon avis très importante. Et cette attitude ne laisse rien à désirer. Je pense que la Russie va se sentir encouragée et appuyée sur l'accélérateur pour certains de ses projets où elle était hésitante à cause du sentiment que l'Inde était tiède par le passé. C'est une chose. Ensuite, vous savez, les investissements chinois en Inde, cela ira aussi de pair avec le développement des liens entre la Russie et l'Inde. Je pense que la Chine aussi se sentira rassurée si la relation avec l'Inde prospère de cette manière. Et le commerce bilatéral est presque, vous savez, au coude à coude. Le commerce bilatéral de la Russie avec l'Inde et celui de la Chine avec l'Inde sont presque équivalents. Ils avancent ainsi. Almost on par, going like that. I think India has a very favorable situation there also. Je pense que l'Inde se trouve également dans une situation très favorable là-bas. Et ce sont toutes des possibilités qui sont clairement présentes. Ma crainte est, permettez-moi d'introduire cette idée ici, ma crainte est que, dans un avenir proche, il puisse y avoir une remise en question en Amérique. Parce que j'ai le fort sentiment qu'ils ont perçu que Trump avait pris de l'ampleur. Vous savez, le genre d'écrit et de rhétorique là-bas, ils se sont trompés. Mais Trump est un homme très fier, et je ne pense pas qu'il reviendra facilement sur cette position. Donc, sous quelle forme et dans quel délai cela va-t-il se produire? Je souhaite seulement que l'Inde ne retourne pas à l'histoire précédente, d'être un quasi-allié des États-Unis. Je ne pense pas que cela arrivera, mais vous savez, c'est aussi une variante que je dois exprimer. Aujourd'hui, en fait, j'ai écouté un podcast de George Friedman, je pense que vous le connaissez, et il a exposé une thèse, en fait, essentiellement sur ceci. Les Américains ne sont pas vraiment sérieux à l'idée de mettre l'Inde à terre, et ce n'est pas une relation à laquelle les États-Unis accordent une si grande importance. Mais c'est une sorte de stratégie pour montrer qu'ils pourraient nuire aux relations avec l'Inde, afin d'avoir un effet salutaire sur les relations des États-Unis avec la Chine. Je pense que c'est une thèse tirée par les cheveux. Mais néanmoins, l'important, c'est que des secteurs influents de la société américaine continuent d'exprimer de telles opinions. Au sein du Congrès également, il existe un courant d'opinion qui s'inquiète de l'évolution de la relation entre les États-Unis et l'Inde. C'est donc aussi un élément à prendre en compte.
Nous ne pouvons pas That is l'ignorer. also something which we need to factor in. We cannot be oblivious of it. Mais cela doit vraiment rester dans l'histoire comme l'une des énormes erreurs du côté américain. Les efforts pour forcer l'Inde à rompre ses liens économiques avec la Russie amènent l'Inde à se rapprocher de la Chine. Je veux dire, une partie de cela aurait dû être prévisible, mais je ne comprends pas comment ils en sont arrivés là. Encore une fois, c'est une énorme erreur de calcul. Avez-vous un dernier mot avant que nous concluions? No, I can put it all together Non. in this way. Je peux résumer la situation ainsi. Le changement de calcul va être bénéfique pour les relations de l'Inde avec la Russie et la Chine, car il y a une sorte de prise de conscience concernant la trajectoire déséquilibrée de la politique étrangère que l'Inde a suivie en privilégiant les relations avec les États-Unis. Non seulement cela n'a pas apporté autant de bénéfices que l'Inde l'aurait espéré, mais cela a en réalité une mauvaise influence. Cela a conduit à négliger d'autres domaines prioritaires. Par conséquent, une relation diversifiée est selon moi quelque chose qui va perdurer. C'est mon sentiment. Et puis, il y a une rupture totale de confiance avec l'administration Trump. Et cela ne peut pas être balayé sous le tapis. On ne peut pas, du jour au lendemain, prétendre que tout est redevenu normal avec les États-Unis. Ce fut un réveil brutal pour l'Inde. Et cela servira aussi de leçon pour l'Inde, car c'est un pays doté d'une grande fierté nationale. Le fait est que son image a été ternie, et elle a été diminuée par l'administration Trump sans aucune considération pour son sentiment de respect de soi et d'estime de soi. Par conséquent, il sera très difficile de recoller les morceaux aussi simplement. C'est mon sentiment. Maintenant, le 31 est probablement le jour dans 2 ou 3 jours de la rencontre entre Modi et Xi Jinping. Mon impression est qu'il s'agira d'une visite décisive de Modi et que cet événement déclenchera d'importantes réflexions. Merci. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup d'avoir été aussi généreux de votre temps. Je suivrai de très près l'arrivée du Premier ministre Modi à Pékin. Encore merci. Merci. Merci pour.